Maintenant, on va passer aux marketplaces. Les marketplaces sont au cœur du changement de la qualité des relations commerciales, transactionnelles et culturelles. Les marketplaces changent le monde. Pour en parler, je vous demande d'accueillir Laure Legal, Regional Sales Director chez Mirakl. Bonjour à tous, je suis Laure Legal, je suis directrice commerciale Europe du Sud chez Mirakl. Je suis très contente d'être au Web Forum avec vous aujourd'hui. Vous êtes dans la salle pour participer à une conférence qui s'appelle les Marketplaces. Elles changent le monde. Je pense que c'est bien d'avoir des convictions. Alors pourquoi est-ce qu'on peut dire que les marketplaces changent le monde? Est-ce que les marketplaces, c'est l'avenir du e-commerce? Est-ce que c'est l'avenir du commerce? Qu'est-ce qui permet de dire que les marketplaces vont transformer la façon dont vos clients achètent, consomment? Je vous propose de passer les 5 prochaines minutes à parler en introduction de la raison pour laquelle les marketplaces apportent une telle transformation. Les marketplaces, c'est le futur du e-commerce et en fait, le futur du e-commerce, il commence là. Je ne sais pas si des gens dans la salle connaissent cet endroit. Non, c'est pas Marrakech. C'est Istanbul, ouais, tout à fait. C'est le grand marché d'Istanbul. C'est un des plus vieux marchés du monde. Et donc, le futur du e-commerce, ça commence en 1460, à la création du marché d'Istanbul. Aujourd'hui, chaque jour, c'est 400 000 visiteurs, 400 000 personnes qui, tous les jours, continuent à aller au marché d'Istanbul. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 5 fois le Stade de France qui se déplace chaque jour pour aller au marché d'Istanbul. Qu'est-ce qui explique un tel succès? Finalement, la recette, elle est assez simple. Du choix, tout sous le même toit. Des vendeurs qui proposent différents produits, différents prix. Donc, si on résume, du choix, des prix, de la qualité de service égale la croissance. Alors, je ne sais pas si c'est révolutionnaire, mais c'est finalement ce que Jeff Bezos a inventé, réinventé. Là, pour le coup, j'ai un pont absolument parfait avec ce que disait Nathalie Rastoin à l'instant, puisque on réinvente rien, c'est les bonnes vieilles recettes du commerce. Et ça, vous le connaissez peut-être, c'est un petit diagramme que Jeff Bezos a dessiné sur une serviette en papier en 2005, réuni avec une équipe d'Amazon. À l'époque, je vous rappelle qu'Amazon, c'était une grande librairie en ligne, mais rien de plus. Et donc, il a dessiné ce diagramme sur lequel on comprend mieux cette logique. La logique, elle est de se dire comment je fais pour croître et me diversifier. Eh bien, je vais travailler avec davantage de vendeurs. Ces vendeurs, partenaires, tiers, qui vont proposer leurs produits, leurs offres sur mon site internet, vont améliorer l'expérience client. Cette expérience client va générer davantage de trafic, qui va faire venir davantage de vendeurs. Enfin bref, donc une boucle vertueuse de croissance. Et c'est un modèle qui est d'autant plus vertueux que la petite partie que vous voyez ici en haut, c'est le modèle économique de la marketplace, c'est-à-dire qu'Amazon croît sans stock, sans logistique. Pas de stock, pas de logistique. Il s'agit évidemment pas que d'Amazon. Si on regarde quelques autres futurs GAFA qui font la une des titres des journaux économiques, Alibaba. Alors, il ne s'agit pas que des produits, dans les services aussi, Airbnb, Uber. Donc, ce qui se passe ici est très important, c'est-à-dire que Alibaba qui a fait la plus grande entrée en bourse de l'histoire de la distribution l'année dernière. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est valorisée 100 milliards de dollars. Alibaba a réussi à croître pour devenir donc une place de marché. Et aujourd'hui, c'est le plus grand retailer mondial. Ils n'ont pas un produit en stock.
Farfetch, je ne sais pas si vous connaissez ce réseau, c'est un des plus grands réseaux mondiaux de boutiques de luxe. Moi, quand j'étais jeune marketeuse, on m'expliquait que le luxe en ligne, ça marcherait pas, faut toucher, faut sentir. C'est une entreprise aujourd'hui qui est valorisée à 7 ans après sa création, $1 milliard, qui a fait une levée de fonds de 86 millions de dollars l'année dernière. Enfin, c'est des chiffres colossaux. Et Farfetch, c'est le plus grand réseau mondial de boutiques de luxe. Ils n'ont pas une seule boutique en propre. Enfin bon, donc vous avez compris la logique. Airbnb, qui est le plus grand réseau de location mondial qui n'a pas 1 mètre carré en propre, et Uber, la plus grande entreprise de taxi mondiale, qui n'a pas une seule voiture. Donc il y a quelque chose de très important qui se passe, un phénomène de transformation de fond. Ça se passe maintenant et ça va extrêmement vite. Il a fallu une centaine d'années à Hilton pour créer un réseau de 600 000 chambres à peu près dans une centaine de pays. Il a fallu à peine 4 ans à Airbnb pour proposer l'équivalent à ses clients dans le double de pays dans le monde. Donc rapidement, une marketplace, c'est quoi? Une marketplace, c'est très simple. C'est un site internet marchand qui est opéré par ce qu'on appelle donc un opérateur, justement un Alibaba ou un Amazon. Et l'opérateur va ouvrir ce site marchand à des partenaires tiers, qui sont des vendeurs, des marchands, qui vont proposer leur offre de produits ou de services sur ce site internet pour permettre aux clients de les acheter directement. C'est un modèle commissionnaire, en fait. L'opérateur va prendre une commission sur les ventes, tout simplement. Ça veut dire concrètement, on arrive sur le site et puis on va pouvoir trouver ces produits ou ces offres de services à côté de celles qui étaient classiquement proposées par l'opérateur marketplace. C'est un phénomène qui va extrêmement vite, puisqu'aujourd'hui, 50% du top 10 des distributeurs américains ont lancé leur marketplace, 70% du top 10 en Europe et 90% des ventes en ligne en Chine passent sur des marketplaces. Donc c'est quoi l'implication de tout ça? L'implication, c'est que je ne vais pas vous apprendre que la croissance se trouve sur Internet. Ça, c'est vrai. Pas toujours la rentabilité, c'est tout l'intérêt du modèle marketplace. Et on estime que d'ici à 2018, plus de 50% de la croissance du e-commerce viendra des marketplaces. Donc, pour résumer un peu ce que je viens de dire, on a compris que c'est un modèle de croissance rentable, extrêmement intéressant pour ceux qui se penchent sur le fait de devenir opérateur marketplace. Mais ce que j'aimerais qu'on découvre dans quelques minutes quand je vais accueillir sur scène 3 éminents distributeurs, groupes médias, pure players, pour partager leur expérience des marketplaces, c'est qu'en fait c'est un modèle, certes, mais il y a beaucoup de stratégies différentes avec ce modèle marketplace. Franck Zayan, qui arrivera dans quelques minutes, de Condé Nast, vous dira non, mais croissance rentable, certes, mais moi j'appelle ça monétisation du trafic. Pour un groupe média, il s'agit de monétiser un trafic existant. Pour certains de nos clients, le projet marketplace, c'est vraiment un projet d'extension de gamme. Être capable de proposer une offre plus large à leurs consommateurs. Des projets, voire de diversification. C'est un modèle qui permet une logique extrêmement agile, une logique de test and learn, puisqu'encore une fois, vous ne portez pas le stock, vous ne portez pas la logistique. Donc, c'est un moyen de pouvoir aller tester des nouvelles catégories, des nouveaux services que vous ne proposez pas jusqu'ici. Il y a quelques semaines, juste avant l'été, Alexandre Bompard intervenait dans un forum e-commerce. Il disait que 14% du chiffre d'affaires global de Fnac était aujourd'hui sur les catégories de diversification, les nouvelles catégories que Fnac ne proposait pas avant. Ces catégories, elles ont pour la plupart été au départ testées en ligne sur la marketplace de Fnac.com. La marketplace permet aussi évidemment d'améliorer la façon dont on gère la chaîne logistique, qui est une partie importante des coûts quand on est e-commerçant, d'améliorer la fidélisation client. Donc, je vous propose de parcourir ces différentes stratégies possibles.
Avant d'accueillir donc les invités sur scène, une dernière question, je pense, importante que vous devez vous poser si vous réfléchissez à ouvrir une marketplace. Dans la salle, il y a des acteurs de tous les secteurs d'activité, dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans la banque, dans l'assurance. Donc comment est-ce que ce modèle va s'appliquer pour moi et surtout, qu'est-ce qu'il pense lui, enfin ou elle, votre boss, quoi, le client? Alors là, je vous rassure, vos clients, ils sont prêts, comme très souvent. Ils ont déjà adopté les marketplaces. 95% d'entre eux ont déjà acheté sur une marketplace. 85% d'entre eux disent qu'ils sont satisfaits ou très satisfaits de l'expérience. Et plus de la moitié considèrent que ça a changé la façon dont ils font du shopping. Je vous propose pour la suite de cette intervention donc d'accueillir sur scène Franck Zayan, qui est président global e-commerce de Condé Nast. Olivier Godard, directeur e-commerce de Darty. Et Mathieu Jourdain, responsable marketplace d'Oclio. Bonjour messieurs. Bonjour. 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 Merci beaucoup d'être avec nous pour cette deuxième partie donc d'intervention sur le thème des marketplaces. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce panel, c'est qu'on a trois acteurs extrêmement différents. Condé Nast, qui est un groupe média anglais, Darty, qui est plutôt là pour le coup un acteur plus traditionnel et qui existe depuis très nombreuses années, à la fois dans le monde physique, mais bien sûr aussi dans une logique multicanale, le web. Et puis Oclio, qui est un pure player, même s'il appartient à une enseigne, donc du pareil au même, qui a évidemment un réseau de magasins physiques. Donc je voulais commencer en vous demandant simplement en quelques mots, pourquoi est-ce que vous avez décidé de lancer une marketplace ? Quel a été le choix stratégique pour vous et aussi comprendre un petit peu depuis quand le projet a été lancé. On peut peut-être démarrer par vous, Darty. Le sujet de la marketplace est arrivé assez tôt chez nous. On avait bien perçu qu'il y avait quelque chose qui frémissait, avec une complexité autour du mode d'emploi quand même au départ, puisque comme tous les nouveaux sujets, on ne sait jamais comment les faire entrer dans des boîtes bien carrées que sont nos entreprises. Donc on a démarré tout doucement pour apprendre. Donc on a commencé par brancher la marketplace, on a mis une personne dessus, un vendeur, puis on a commencé à comprendre un peu le mode de fonctionnement jusqu'à avoir aujourd'hui une équipe de 5 personnes dédiées pour croître et pour développer cette activité-là avec le temps. Quel était l'objectif finalement? C'était de proposer plus de produits, c'était de proposer des nouveaux produits que vous ne saviez pas finalement vous approvisionner en direct parce qu'il y avait des contraintes d'achat. Quel est le point de départ du projet? Le point de départ, c'était d'être capable d'être plus agile dans notre référencement de produits. On avait forcément des contraintes qui faisaient qu'entre le moment où on identifiait un produit et le moment où on l'avait physiquement, dans la vente, digitalement à la vente, j'ai envie de dire, il se passait beaucoup de temps et on n'était pas dans le temps du marché. Donc c'était pour nous la possibilité d'aller beaucoup plus vite, d'identifier des produits, de les tester, éventuellement de les sélectionner pour les référencer dans notre offre. Très bien. Chez Oclio, qu'est-ce qui est à l'origine du projet Marketplace? Si on reprend le début, donc Oclio est un pure player, il a été acheté par du pareil au même il y a un peu plus de 2 ans, et le site a été relancé en début d'année avec tout simplement un nouveau site. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la branche puériculture de du pareil au même, et l'idée donc a été de greffer à ce nouveau site une partie marketplace. Très bien. En termes d'objectifs, si on suit la même logique, c'était très simple. C'est en tant que pure player, on avait un budget d'achat qui était limité. On avait également toute une contrainte, un certain nombre de contraintes logistiques qui fait qu'on n'a pas des entrepôts immenses. Et ces 2 contraintes entraînent aussi un manque d'innovation. Donc de là, le modèle marketplace a été choisi pour
tout simplement effacer ces contraintes. La marketplace comme un moyen d'innover, la marketplace comme un moyen d'aller plus vite. Alors on peut comprendre que Darty au Clio ouvre une place de marché. Chez Condé Nast. Alors en fait, Condé Nast est un éditeur de magazines qui publie dans une trentaine de pays des magazines que vous connaissez sans doute. Entre autres Vogue, GQ, Wired, Vanity Fair, etc. Et en fait, Condé Nast, qui est une entreprise américaine et assez ancienne, puisqu'elle est une entreprise familiale, qui existe depuis un peu plus de 100 ans aujourd'hui, a travaillé et a commencé à travailler il y a déjà quelques années, ou en tout cas à réfléchir à la manière de connecter ses atouts, donc son contenu, ses titres, ses marques, au commerce. Et en fait, si on peut imaginer ou on peut voir Condé Nast comme étant un point ou le point à partir duquel l'inspiration et le désir émergent. Quand vous ouvrez Vogue, vous allez voir des produits de mode, vous allez voir des produits en général des produits de luxe, et à partir de ce moment-là, il y a un déclic qui potentiellement peut se faire. Et l'objectif de bâtir une division de commerce au sein de Condé Nast a été justement de connecter ce point d'inspiration à un point potentiellement d'intention et éventuellement jusqu'à un point de transaction. Donc l'idée, elle est de s'appuyer sur les atouts de Condé Nast pour bâtir une nouvelle activité qui est une activité de commerce. On parle souvent de désintermédiation quand on parle d'acteurs comme Uber. Enfin là, c'est assez passionnant puisque vous êtes en train de devenir un e-commerçant. On est en train de bâtir une entité qui va faire de Condé Nast une entreprise de commerce. Ce qui est assez fascinant dans ce projet, c'est que Condé Nast peut être décrit comme une entreprise qui fait pas mal de choses, mais qui est certainement très très loin d'être une entreprise de commerce. Donc on est en train de connecter l'essence même de Condé Nast à une nouvelle activité qui est une activité commerciale. Et du coup, concrètement, enfin pour peut-être les personnes dans la salle, on visualise un peu quelle est cette future activité. Comment est-ce que vous avez adapté ce modèle à Condé Nast? C'est qui les vendeurs qui proposeront des produits? Quels produits ou services vous allez vendre sur une marketplace Condé Nast? Alors l'idée est si on construit une entité de commerce pour une entreprise comme Condé Nast, il faut que ça ressemble un peu à ce qu'est Condé Nast. Donc Condé Nast est un groupe média qui traite beaucoup de sujets, notamment de mode, mais aussi de beauté, de voyage, de high-tech. Donc l'idée est de bâtir une destination de commerce qui va offrir toutes ces catégories de produits. Et on pourrait imaginer en fait cette destination de commerce comme étant un emplacement, une destination donc, avec deux portes d'entrée. La première porte d'entrée serait cette connexion entre les magazines, entre les titres, entre le contenu créé par les magazines Condé Nast et les produits. Donc vous allez ouvrir un magazine, lire un magazine, aller sur le site de l'un des titres et vous allez vous retrouver dans un espace de contenu qui va vous donner accès à des produits. Ça, c'est la porte d'entrée numéro 1. La porte d'entrée numéro 2, c'est cette destination accessible à tous, qui s'appellera donc style.com, et qui sera, elle, une destination de commerce de luxe qui va offrir toutes ces catégories de produits. Et ça arrive quand ? Alors en fait, on a démarré le projet il y a un tout petit peu plus d'un an. On a démarré ce projet de façon assez, on va dire, confidentielle, puisque j'ai démarré ce projet quasiment tout seul au sein de Condé Nast International à Londres. On est aujourd'hui un peu plus de 150. Et on devrait ouvrir probablement courant de l'année prochaine. Ah oui, donc c'est une vraie business unit dédiée qui est en train de se créer au sein du... C'est une entreprise à part entière, entièrement financée par Condé Nast, et qui a pour vocation de se déployer sur tous les marchés sur lesquels Condé Nast est présent, c'est-à-dire une trentaine de marchés. Et elle a la particularité d'être la première entreprise financée par Condé Nast, qui est sous la responsabilité à la fois de Condé Nast États-Unis et de Condé Nast International. Donc le projet que l'on est en train de bâtir est d'emblée un projet qui est constitué pour se déployer de façon globale et internationale. Donc on démarre avec l'Europe et puis ensuite les États-Unis et la Chine.
C'est sûr que, ne serait-ce qu'en regardant les chiffres qui sont juste derrière Franck, on comprend mieux. C'est vrai qu'en termes de trafic, d'audience, de présence dans des pays, sont des chiffres dont un certain nombre d'acteurs de la distribution rêveraient. Donc, on comprend assez bien effectivement le pont. Pour Oclio, Mathieu, concrètement, votre marketplace, c'est quoi? On vend quoi? On trouve quoi sur cette place de marché qu'on ne trouvait pas avant sur Oclio? Aujourd'hui, la marketplace a été lancée cet été, donc c'est encore assez récent, mais notre objectif est en fait de multiplier et d'élargir notre offre de produits. Donc il faut savoir que Oclio Pure Player avait environ 5000 produits et que aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a 30 000 offres et qu'on souhaite en avoir, on va dire aux horizons 2016-2017, un peu plus de 200 000, et avoir également un grand nombre de vendeurs. Donc, comme vous pouvez le voir sur la présentation, notre objectif, c'est de recruter un certain nombre de vendeurs, spécialistes dans l'univers enfant, donc on restera un spécialiste de la puériculture pour les enfants de 0 à 4 ans, mais d'élargir le catalogue produit. L'exemple, par exemple, qui est proposé, c'est celui de ma chambre d'enfant, c'est du mobilier, de la décoration, c'est des produits qu'on n'avait pas du tout, donc mais qui restent dans notre univers et dans cet univers qu'on souhaite encore développer. Donc l'idée, c'est d'aller un peu plus loin, de pouvoir proposer des petites marques de créateurs, mais aussi des marques de renom sur notre plateforme, sachant que l'idée de la place de marché, c'est d'élargir vraiment notre offre en devenant le spécialiste de la puériculture avec le catalogue le plus large possible pour tout simplement devenir à terme le référent sur cet univers. Il y a une dimension, vous me disiez en préparant cette journée, Mathieu, il y a donc une dimension de vendeur professionnel. Vous voulez aussi ouvrir une marketplace C2C, un peu comme Azos, qui est donc ce pure player de mode anglais. L'idée, c'est quoi? C'est que les ventes de particuliers de leurs propres produits sur Internet, l'objectif, c'est que ça génère du trafic, de la fidélisation de vos clients qui vendent et qui rachètent du coup des produits chez Oclio? Exactement. Donc la brique C2C permettrait en fait à n'importe quelle personne particulier de venir vendre son produit directement sur le site Oclio. Mais pour aller plus loin, parce que l'intérêt c'est quand même la fidélisation du consommateur, c'est tout simplement qu'il puisse, en revendant directement son produit sur le site, obtenir une sorte de cagnotte qui pourra ensuite réutiliser directement sur le site pour pouvoir racheter un produit. Très bien. Olivier, même question. La marketplace de Darty, concrètement, qu'est-ce que vous comptez vendre? Alors, qu'est-ce qu'on vend aujourd'hui et qu'est-ce qu'on vend demain? Aujourd'hui, ce qu'on vend, c'est on gère un peu notre développement par rapport à la saisonnalité. Donc, on essaie d'être un peu malin sur le coup. Et donc, quand on arrive vers Noël, on s'intéresse de près à tout ce qui est jouet. Et puis, quand il arrive l'été, là, on sort de l'été. On était très, très actifs sur le recrutement des vendeurs, sur tout ce qui était mobilier, piscine, jardin. Donc, c'est vrai qu'on fait des choses étonnantes où on nous attendait pas du tout. On a vendu des piscines cet été. Donc ça, c'est des produits que vous vendiez pas du tout avant la marketplace? Du tout. Ce qui est surprenant, c'est que ça surprend pas nos clients. Et donc aujourd'hui, le vrai pari, c'est que quand on a commencé au début, ça fait toujours sourire, quand on vous dit on va vendre des piscines, on vous explique que ça va être compliqué, mais que c'est pas grave parce que ça t'occupe quand même, donc c'était quand même sympa parce que pendant ce temps-là, tu fais pas autre chose. Mais ça marche, c'est-à-dire qu'on voit bien que ça marche. Alors, on fait pas des chiffres de folie, mais on voit bien que l'important pour nous, la raison d'être de la marketplace, c'était de ne pas faire défaut par rapport à nos clients. Et quand un client nous attendait sur un sujet parce qu'il tapait dans le moteur de recherche de Darty piscine, on pouvait pas ne pas répondre. Ah oui, d'accord. Donc vous aviez identifié qu'il y a des produits que vous ne proposiez pas, mais que les clients cherchaient pourtant naturellement sur Darty. Régulièrement, on regarde les résultats sans recherche et c'est comme ça qu'on identifie les familles sur lesquelles nous, on se pense pas légitime, mais où nos clients nous élisent comme étant une marque légitime pour ces produits-là. Très bien. Justement, ma prochaine question, c'est quoi les résultats? Enfin, est-ce que ça marche? Ça marche. Pour ce qui est des résultats, merci, ça va. Toujours un sujet un peu compliqué. Toujours un peu difficile d'arracher des chiffres.
Mais ça va. J'essaierai de vous en donner quelques-uns quand même tout à l'heure. Non, ça va. Juste pour vous donner une échelle d'accélération, le seul chiffre que je peux vous donner, c'est que il y a à peine un an de ça, j'avais une personne à mi-temps qui était sur le projet. Aujourd'hui, on a un pôle de 5 personnes. Donc forcément, on voit bien derrière le développement que ça représente. Et on voit bien, en fait, aujourd'hui, quand on va sur le site, l'offre, c'est facile à faire. Ça, pour le coup, c'est pas secret. Le site, il est accessible à tout le monde. Donc on voit bien, quand vous naviguez sur darty.com, le nombre de familles qu'on a ouverts. Et je vous encourage à le voir régulièrement, parce que régulièrement, on ajoute des nouvelles familles, des familles qu'on n'imaginait pas possibles avant. On a fait l'autre fois, on a ouvert des tondeuses qui tondent toutes seules, des robots qui tondent votre jardin tout seul. Ça, c'est des familles assez exceptionnelles. On parlait de ça tout à l'heure, en introduction, un peu de cette logique de time to market, c'est-à-dire que j'imagine que proposer ces nouvelles catégories dans un monde du retail traditionnel, il vous aurait fallu beaucoup plus de temps pour y arriver. C'est compliqué parce que dès qu'on raisonne magasin, la place elle est chère en magasin. Un produit pour payer sa place en magasin, les mètres carrés sont pas illimités, donc tout de suite on rentre dans des problématiques de tests et de réflexion et de rentabilité au mètre carré. La rentabilité au mètre carré sur darty.com elle est relativement simple à calculer, donc au moins ça nous permet de prendre des risques, d'ouvrir des familles, et on voit bien que finalement la prise de risque est très limitée. Le vrai risque pour Darty, qui est une enseigne qui est très forte en termes d'image, notamment autour du contrat de confiance, c'était un défaut d'image lié à la qualité des prestataires. Et là-dessus, on peut dire qu'on est vraiment agréablement surpris. Chez Condé Nast, alors j'imagine qu'il est difficile de parler de résultats. Alors en même temps, Franck... C'est plutôt confortable pour moi, j'ai aucun chiffre à vous donner, parce qu'on n'a pas encore lancé. Bon. Ceci étant, ce que je peux dire, c'est que le positionnement de la plateforme qu'on est en train de développer est un positionnement luxe et assez haut de gamme. Donc en fait, l'unité de mesure, aujourd'hui en tout cas, peut s'appuyer sur le type de marchand et le nombre de marchands qu'on arrive à convaincre de nous rejoindre. Alors on a commencé il y a quelques semaines, quelques mois, à démarcher les marques, et les marques de luxe en particulier. On en a aujourd'hui quelques centaines. On va lancer a priori avec... D'accord, vous allez démarrer avec plusieurs centaines de vendeurs. Avec plusieurs centaines de marques. L'idée la stratégie qu'on a choisie est de travailler exclusivement avec les marques. Donc on ne travaille pas avec des retailers ou des distributeurs. On va négocier directement avec les marques leurs assortiments, leurs produits, et on va les intégrer dans cette plateforme de marketplace au moment du lancement. Très bien. Alors j'avais une question pour descendre encore un cran en dessous. Je voulais savoir concrètement, opérationnellement, comment s'est passée cette transformation? Alors, comme dans tout projet, que ce soit de nature technologique, j'imagine qu'il y a des enjeux d'accompagnement du changement, il y a des enjeux d'accompagnement des ressources et peut-être éventuellement de nouvelles compétences. Il y a aussi des enjeux juridiques. Il y a eu un vent de panique, entre guillemets, dans le retail il y a 1 an et demi, parce qu'il y a eu une réglementation autour des marketplaces. C'est nouveau et donc c'est normal. Il faut trouver des nouvelles façons de réglementer l'activité. Alors aujourd'hui, tout ça commence à être facilement normalisé parce qu'il y a des solutions qui permettent d'aider à traiter la problématique réglementaire notamment. Mais voilà, en gros, on s'attend bien sûr à ce qu'il y ait toute une série d'enjeux pour monter cette nouvelle activité. Ma question, c'est les gens dans la salle, s'ils doivent retenir une seule chose, quel est pour vous le critère de succès de ce projet de marketplace? On peut commencer par Darty. Il y en a beaucoup, il faut que j'en donne qu'un. Je pense que moi souvent ce que je dis, c'est que aujourd'hui les règles du jeu, elles existent. Donc on n'a pas été précurseur sur ce sujet-là. Il aurait fallu s'y mettre il y a très longtemps. Donc aujourd'hui, il faut qu'on joue avec les règles. Et les règles, en fait, effectivement, pour un retailer qui a 50 ans derrière lui, c'est pas forcément les règles qu'on imaginait nous. Donc aujourd'hui, si on rentre pas dans ce mode de fonctionnement-là et qu'on n'accepte pas tous les avantages et tous les inconvénients, c'est compliqué parce que on se rend bien compte qu'on a du mal à créer de nouvelles règles. Donc, et ça demande quand même pas mal de communication à l'interne parce que quand j'explique ça ici, ça peut paraître relativement facile, mais
Mais c'est pas forcément évident pour les financiers, c'est pas évident pour plein de personnes dans l'entreprise. Concrètement, c'est-à-dire, enfin, vous m'avez parlé de logique de concurrence entre vendeurs. Ce que je sais, enfin, on est là pour partager des expériences. Moi, ce que j'ai compris de votre intervention à tous les trois, quand j'ai posé la question des résultats, c'est que pour le moment, vous estimez plutôt que c'est un succès. Néanmoins, chez Darty, il y a eu une première phase où le décollage n'a pas été aussi rapide que vous l'auriez souhaité. Et pour vous, la raison, c'est justement que, à partir du moment où vous avez décidé d'accepter de jouer les règles du jeu, c'est quoi ces règles du jeu et qu'est-ce qui a aidé à ce que l'activité décolle vraiment? Ce qui a aidé à faire décoller l'activité, c'est à mettre des nouvelles personnes sur un nouveau business. C'est-à-dire qu'en fait, on avait fait l'erreur au départ de penser qu'on pouvait gérer cette activité-là en marge de notre activité habituelle et demander à des gens qui avaient déjà un boulot de faire ça en plus quand ils avaient 5 minutes. Et ça fonctionne pas parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Et puis ça rentrait pas dans leur logiciel pour les acheteurs, pour la logistique. Le e-commerce, et le retail et la marketplace, c'est des modèles différents et il faut savoir adopter les bonnes pratiques. C'est ce que vous dites. D'accord. Chez Oclio. Alors chez Oclio, ça a été un petit peu différent puisque Oclio a plus servi de lab en quelque sorte. Donc la place de marché, outre le projet technique, donc a été lancé cet été et il a fallu tout simplement expliquer que oui, ce n'était pas un concurrent en interne pour le site de Pure Player que Oclio était, mais également pour aller un petit peu plus loin, la marketplace, on a eu un très très bon feedback de l'ensemble des vendeurs et des partenaires qu'on a pu contacter. Donc de là, à partir du moment où la direction prend les décisions de dire ok, on a un bon ressenti et le marché veut y aller, mettons les moyens pour avancer, pour décoller. Donc pour ma part, ça sera vraiment à partir du moment où la direction appuie une avancée, et notamment sur cette brique marketplace, toutes les briques de l'entreprise vont dans ce sens-là. Et pour moi, c'est vraiment un des critères primordiaux pour avancer. D'accord. Chez Condé Nast ? Alors, la particularité de Condé Nast, c'est que cette entité est toute nouvelle. Condé Nast n'étant pas une entreprise de commerce, il a bien évidemment fallu constituer une équipe qui est dédiée à cet objectif. Il y a quelques points qui étaient importants pour l'entreprise de comprendre avant de se lancer là-dedans, c'est que d'abord le e-commerce coûte beaucoup d'argent. Que ce soit sur un modèle de marketplace ou pas. Démarrer une activité de e-commerce nécessite de très 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 lourds investissements. Donc l'engagement de Condé Nast a été de dire en interne il y a pas d'équipe disponible avec suffisamment d'expérience pour pouvoir monter ce projet. Donc on va constituer complètement une équipe à partir d'une entité nouvelle. On va recruter tous les gens sur ce projet qui doivent bâtir ce projet et on va y investir énormément d'argent pour permettre à cette activité de démarrer et de se développer. Donc il y a vraiment une question d'engagement au plus haut niveau de l'entreprise et de moyens qui sont vraiment très très importants. Ce que vous dites, c'est qu'au-delà du modèle marketplace, qui est un accélérateur, ce qu'il aurait été hors de question pour Condé Nast de commencer à ouvrir des entrepôts, des magasins. L'idée, c'est que la marketplace est certes un accélérateur, il n'empêche qu'il faut être un bon commerçant et qu'il y a absolument besoin de créer les ressources et les compétences en interne pour être un bon e-commerçant. La marketplace est un modèle de commerce, donc il faut savoir faire du commerce pouvoir développer une marketplace. Très bien. Écoutez, je voulais remercier donc infiniment nos trois intervenants. Je vous proposais une rapide conclusion en synthèse de ce qui a été dit jusqu'ici sur le modèle marketplace. Ce que je vous propose comme conclusion, c'est finalement de retenir une seule chose. Les marketplaces, quand elles sont adaptées à la stratégie de votre enseigne ou de votre groupe, de votre marque, de votre activité, c'est un modèle win, win, win.
Et c'est les 3 choses que je vous propose de retenir. Win pour l'opérateur, puisque finalement, l'opérateur, on l'a vu depuis tout à l'heure, il a une possibilité d'avoir un modèle qui lui permet de tester et d'être extrêmement agile dans la façon dont il va lancer éventuellement de nouvelles catégories, gérer son activité e-commerce. C'est un modèle qui est win pour les vendeurs. Alors, on n'a pas eu tellement de chiffres, malheureusement, de la part de nos invités, mais moi, je vous en donne quelques-uns. Les marketplaces qui opèrent un site e-commerce ont une croissance 2 fois supérieure à ceux qui n'en opèrent pas. Aujourd'hui, la marketplace, chez un acteur, représente au bout de 1 ou 2 ans, autour de 25-30% de son activité e-commerce globale, lorsqu'il avait déjà une activité e-commerce. Donc c'est significatif. Et en termes de rentabilité, la marketplace est contributrice à hauteur de 50 jusqu'à 100% de la rentabilité de l'activité web. Pour les vendeurs, des chiffres encore, ce qui est intéressant, c'est que finalement les vendeurs marketplace, quand vous regardez les chiffres de la FEVAD sur le e-commerce en France, le e-commerce en France, si vous prenez le top 8, sont des acteurs qui commencent à 10 millions de chiffre d'affaires en ligne. Alors 10 millions de chiffre d'affaires en ligne, c'est déjà beaucoup, mais en même temps, c'est pas grand-chose d'une certaine manière. Ça veut dire que derrière, il y a 92% d'acteurs qui sont des professionnels, qui savent faire de l'expédition, qui savent faire du e-commerce, mais qui n'ont pas la capacité, comme l'opérateur, d'exister, d'être connus, d'avoir une marque, d'avoir une trafic, et qui sont plus qu'heureux, évidemment, de trouver ce nouveau canal de distribution. Et enfin, win pour les clients. Tout simplement parce que les clients, ils vous disent à peu près la même chose depuis ces 500 dernières années. Ils veulent du choix, des bons prix, de la bonne qualité de service. Je vous remercie beaucoup de votre attention.